Alors, pour poursuivre notre prise de hauteur sur ce sujet, on va de nouveau se faire tout petit et accueillir deux chercheurs que nous allons écouter. Donc, j'invite à nous rejoindre sur scène Agathe Euzen, vous êtes anthropologue et directrice de recherche au CNRS, et Luc Abadi, vous êtes écologue et professeur à la Sorbonne. Nous vous écoutons. Bonjour. Merci beaucoup pour cette invitation et pour partager avec vous finalement un échange avec deux points de vue différents après cette fresque du climat qui donne une certaine vision de ce dérèglement climatique autour d'une thématique partagée pour ce colloque, c'est ce congrès qui porte sur l'adaptation au changement climatique. En fait, on s'est posé la question de savoir comment s'inscrit la question du climat dans une fresque un peu plus globale. En effet, on assiste, ça a été évoqué par rapport à la période de l'Anthropocène, à des processus d'accélération sans précédent qui positionnent la question du climat d'une certaine façon, mais qui sont qu'une petite partie finalement, même si les enjeux sont particulièrement importants, de l'ensemble des dimensions qui sont à la fois à l'origine de ces dérèglements climatiques et qui en fabriquent la vulnérabilité et pour lesquels on a encore malgré tout quelques incertitudes. Croissance démographique, urbanisation, littoralisation, une demande de plus en plus importante pour répondre aux besoins alimentaires des populations, par la force des choses, il y a des incidents sur les pressions sur la terre, sur l'eau. Ça, c'est absolument évident. Et du coup, ça a aussi des conséquences sur la qualité de l'environnement, les pressions sur la ressource, les pressions sur la biodiversité, qui participent finalement à une évolution et à une dimension qui va bien au-delà des enjeux climatiques et qui pose la question du développement des sociétés, de la préservation de leur bien-être, du développement finalement d'une humanité qui puisse vivre dans un écosystème qui soit le plus sain possible. Donc du coup, une des premières questions qu'on s'est posées, c'est finalement quelles seraient les limites à ne pas dépasser pour préserver en fait cette humanité dans un socio-écosystème qui soit sûr. Oui, et donc là, Agathe, tu fais allusion au concept de limite planétaire sur lequel je vais revenir, mais je voulais revenir un tout petit peu avant sur la notion d'anthropocène, pour insister sur le fait que l'anthropocène, ça signifie très clairement qu'une espèce, l'espèce humaine, est devenue ce qu'on appelle en anglais le driver, hein, c'est le déterminant principal de l'évolution de plusieurs des caractéristiques de la planète. Bon, on a parlé évidemment du climat, derrière c'est une prise de contrôle de fait, hein, involontaire, mais une prise de contrôle sur une bonne partie de la chimie de l'atmosphère, mais c'est aussi une prise de contrôle sur beaucoup d'autres aspects. Par exemple, aujourd'hui, l'érosion, le phénomène de l'érosion naturelle est devenu complètement minoritaire par rapport à l'érosion engendrée par les humains. Dans une certaine mesure, le concept de sélection naturelle, l'évolution darwinienne, est passé également, pour une bonne part, et de plus en plus, sous le contrôle humain. Donc ça, c'est une première caractéristique extrêmement importante. La planète est aujourd'hui essentiellement sous contrôle humain. Quand vous regardez le dernier rapport du GIEC, il y a les modèles. Lorsque vous faites tourner les modèles de prévision du climat ou de simulation du climat actuel ou passé récent, si vous regardez juste les déterminants naturels, vous n'avez pas d'évolution actuelle des slabs du climat. Vous avez une évolution du climat quand on prend en compte les évolutions, enfin les paramètres qui sont générés par l'activité humaine. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. On a pris le contrôle de tout un tas de processus, hein, l'érosion de la biodiversité liée à l'agriculture notamment, etc. Alors, c'est un peu effrayant hein, ce qu'on vient de voir dans le film précédent. En même temps, il faut le voir presque comme quelque chose qui nous donne des opportunités, puisque ces changements drastiques qui nous amènent à franchir un certain nombre de limites. Hein. Les limites planétaires ont été inventoriées, pour certaines, elles ont été quantifiées, donc on a dépassé probablement ce qui est raisonnable en termes de vitesse de changement climatique, ce qui est raisonnable en termes d'injection d'azote supplémentaire
dans le système Terre, etc. Mais tout ça, c'est lié aux activités humaines. Et donc, ça veut dire que les évolutions actuelles qui sont extrêmement inquiétantes pour le futur de l'humanité sont sous contrôle humain, donc c'est nous qui pouvons agir. Je dis souvent que si c'était un changement d'activité solaire, on ne pourrait pas faire grand-chose. Toutes les solutions sont entre nos mains, parce que c'est nous qui provoquons ce changement peu positif, on va dire, de la biosphère. Donc, il faut chercher de temps en temps même quelques bonnes nouvelles. Nous avons la capacité d'agir en modifiant nos comportements. Alors justement, on modifie les comportements à la fois pour répondre aux besoins des humains, pour préserver l'environnement, mais ça veut dire à la fois essayer d'atténuer ces processus et ces dynamiques dont on a vu que les années 1950 étaient l'un des points de départ finalement, où on a eu ces courbes qui sont devenues de plus en plus grandes. Mais du coup, la question qui se pose, ok, il faut atténuer pour essayer de limiter ces dynamiques, mais en même temps, dans certaines situations, il faut s'adapter. Alors toi, peut-être en tant qu'écologue, comment tu pourrais nous parler d'adaptation ? Si je regarde l'adaptation du point de vue du biologiste, de l'écologue, qu'est-ce que je remarque ? Je remarque en fait que, contrairement à ce qu'on dit souvent, quand on se pose la question, une espèce est-elle adaptée ou pas, et celle-ci est-elle mieux adaptée que l'autre, en fait c'est une question qui est absurde, parce que les deux espèces sont existantes. Et ça, c'est le premier message qu'on peut avoir quand on regarde la réalité biologique, ce qu'il y a derrière le concept d'adaptation, c'est qu'en réalité, il y a 36 000 bonnes manières de s'adapter. Et dans une certaine mesure, quand on dit on a 8 ou 10 millions d'espèces à la surface de la planète, dans une certaine mesure, c'est 8 ou 10 millions de manières de s'adapter. Donc il y a déjà 36 000 manières de s'adapter, ce qui veut dire que quand on parle de pays différents, de territoires différents, on peut tenir compte de ces conditions locales, et les conditions locales sont également en soi, en quelque sorte, une source possible d'adaptation, qui va conduire à la différenciation des stratégies. L'autre point qui est important en biologie, c'est que comment les espèces s'adaptent. Elles sont rarement ultra performantes sur une dimension. Parce que quand on est ultra performant sur une dimension, sachant que la quantité d'énergie disponible par individu, en quelque sorte, ou par espèce ou par organisme, est limitée, forcément on le paye par une diminution de performance sur une autre dimension. Et donc en écologie, il y a un concept qui est absolument clé, qui est le concept de trade-off, de compromis. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a 36 000 compromis, je mets plus dans la croissance, je mets plus dans l'entretien, je mets plus dans les capacités à me déplacer, dans la reproduction, etc. En fait, il y a 36 000 types de compromis qui sont possibles. Donc ça, c'est important parce que très souvent, on cherche la bonne solution. L'enseignement qu'on a du point de vue de la biologie, c'est que très probablement, il y a 36 000 combinaisons de solutions qui peuvent donner un résultat qui est durable. Donc je pense que cette question donc, du compromis devrait être un petit peu mieux, peut-être en quelque sorte, appréhendée. L'autre point, c'est que les espèces, évidemment, évoluent dans un environnement. C'est quoi un environnement ? C'est une multitude de composantes, c'est un système. Donc l'adaptation, et ça c'est un message clé aussi pour les humains, elle doit être multidirectionnelle. Elle ne peut être que multidirectionnelle. Et donc là on tombe sur un sujet sur lequel on va revenir très souvent, je pense, pendant ces 3 jours, c'est la question de la vision qu'on a du monde, une vision qui doit être plurielle, qui est systémique. Et donc l'enjeu, c'est de trouver des solutions qui traitent le système. C'est sortir, on le dit souvent, sortir des silos, etc. Trouver des solutions gagnant-gagnant qui permettent non seulement d'agir sur le changement climatique, mais aussi sur la question énergétique, sur la question de la biodiversité, et ainsi de suite. Et des fois, des adaptations trop sectorielles peuvent générer des risques importants pour le reste. Si on a le temps, on pourra revenir sur des exemples éventuels d'adaptation qui est trop sectorielle et qui pourrait conduire à des résultats inverses à ceux recherchés. Du coup, moi, je pense qu'il y a quand même une dimension pour justement envisager cette adaptation, c'est de considérer de façon évidente la dimension culturelle. Et en fait, nous sommes des êtres en tant qu'humains, des êtres sociaux, des êtres culturels, qui, à travers nos parcours de vie, notre construction au sein d'un territoire, à l'échelle individuelle, à l'échelle sociale, à l'échelle individuelle, à l'échelle collective, en fonction du statut que l'on a dans un espace intime, protégé, dans un espace familial, dans une communauté, en tant que citoyen, en tant que professionnel.
à chaque fois, on va avoir des perceptions et des représentations qui vont contribuer à l'évolution des pratiques et aux différents comportements qu'on va adopter. Parce que le changement, c'est difficile, c'est se remettre en question aussi, et donc ça rend parfois pas évident la capacité à trouver des alternatives à des pratiques qu'on peut avoir, d'autant qu'on se retrouve dans des situations, on l'a vu, d'une certaine complexité, qui fait qu'on se retrouve parfois dans des injonctions contradictoires, mobilisant à la fois nos singularités et des pressions de mondialisation ou de tendance à l'uniformisation, qui font qu'à travers des réalités locales et des réalités plus globales qui sont complètement en interaction, eh bien, on va se retrouver dans des situations loin d'être évidentes pour justement mettre en place ces compromis et s'adapter aux différentes situations dans lesquelles on se trouve. Et du coup, la question qui se pose, c'est comment, à l'échelle des territoires, finalement, est-ce qu'il y a des limites, là encore, pour trouver ces formes de compromis et ces harmonies à des échelles extrêmement variables et dans des dynamiques qu'il est nécessaire de prendre en considération selon la casquette qu'on a, qu'on soit technicien, gestionnaire, décideur, politique, scientifique, par rapport à ces questions-là. Ça pose la question de l'habitabilité de la Terre et des limites en fait, qu'on a par rapport à ça. C'est un petit peu ce que je voulais dire là, en complément peut-être finalement des concepts d'anthropocène et de limites planétaires qu'on a évoqués avant. C'est qu'on parle, c'est devenu presque banal de dire ça, on parle de transition écologique. Il faut s'arrêter deux secondes sur ce que ça veut dire transition écologique. Bon, transition, tout le monde voit à peu près, encore qu'il y a plein de gens qui discutent. Est-ce que c'est une transition? Est-ce que c'est une rupture? Etc. Enfin bref, en tout cas un changement qui va être assez drastique. Mais dans transition écologique, il y a écologique. Alors écologique, ça veut dire quoi? Ça peut être le mouvement écolo, ça peut être le vert, etc. Non, à la base, écologique, ça vient de oikos, ça veut dire habitat. Donc c'est là qu'il faut bien comprendre de quoi on parle quand on parle d'anthropocène, de changement climatique, etc. L'enjeu, c'est qu'aujourd'hui, puisque ces limites, certain nombre de limites planétaires sont franchies, on a remis en cause tout simplement l'habitabilité de la planète. C'est un concept, enfin c'est quand même assez énorme ce constat. La viabilité, la capacité à habiter cette planète a été mise à mal. On le voit déjà aujourd'hui, les événements qui se sont passés il y a quelques jours en Asie, en Inde et autres, sont qu'une pâle préfiguration de ce qui nous arrive dès 2 degrés. À 2 degrés, vous avez, donc le 2 degrés, il est certain, 2 degrés de moyenne mondiale, océans et continents confondus. Donc ça veut dire beaucoup plus déjà en moyenne sur les continents. Et puis ça varie avec la latitude, comme ça a été dit dans le film. Mais quand vous mélangez cette question de la température, quand vous rejoignez la zone intertropicale, et que là vous avez la question de l'humidité atmosphérique. On tombe sur un concept qui a été développé il y a quelques années déjà par les gens qui travaillent sur le climat, qui est le concept de chaleur humide. En clair, quand il fait chaud, vous transpirez, c'est-à-dire vous transformez de l'eau liquide en eau vapeur, et ça consomme de l'énergie, et donc ça va dans le sens de votre refroidissement. Mais pour transpirer, il faut donc que l'eau soit évacuée dans l'atmosphère. Et si l'atmosphère est saturée en eau, vous n'arrivez plus à évacuer l'eau vers l'atmosphère. Autrement dit, le phénomène de refroidissement est bloqué. Physiologiquement, vous n'arrivez plus à réguler votre température. C'est ce qu'on appelle la température humide. Ça concerne des zones de quelques dizaines de millions d'habitants au scénario 2 degrés, beaucoup plus évidemment si on monte à 3 ou 4 degrés. C'est-à-dire que vous avez des zones qui deviennent non habitables. Et je ne vais pas revenir sur ce qu'a décrit le film, qui était assez complet tout en étant extrêmement inquiétant. Voilà. Donc, on a mis en cause l'habitabilité de la planète. Donc, moi, je pense qu'il faut se décider à chaque fois qu'on a un projet, y compris un projet de territoire. Parce que quand on dit qu'il faut agir au niveau global, ça ne veut rien dire. Oui, bien sûr, il y a des décisions à prendre au niveau global, des décisions politiques. Mais matériellement, les choses qu'on fait pour avoir des impacts concrets, ça se passe tout le temps au niveau du local, évidemment. Le global, ce n'est qu'une accumulation de local, si j'ose dire. Donc aujourd'hui, effectivement, la prise en compte du rétablissement de l'habitabilité de la planète devrait être un critère systématique d'examen de tous les projets de développement qu'on a. Je fais une réforme sur les retraites, je ne me prends pas pour Macron, je vous rassure, mais oui, il peut aussi y avoir des effets sur l'habitabilité de la planète
en fonction des modalités de cette... Donc il faut se poser systématiquement cette question, est-ce que je fais à l'échelon global, à l'échelon local, etc., quand je construis une piscine, à quelles conditions cette construction de la piscine peut aider à préserver et surtout à rétablir cette habilité de la planète. Donc je pense que c'est un réflexe en quelque sorte à acquérir. On a les moyens techniques de faire ça, les solutions sont là, c'est une manière de réfléchir qu'il faut un petit peu changer. Donc il n'y a pas de distinction pour moi entre le local et le global. Le local, encore une fois, façonne évidemment le global. Donc du coup, je pense qu'il y a un point qui est extrêmement important, c'est de s'appuyer sur les connaissances permettant notamment d'évaluer la disponibilité des ressources, quelles qu'elles soient, pour être en capacité à venir s'appuyer sur ces ressources en fonction de leur capacité à se renouveler, en fonction des prélèvements qu'on peut en faire, et en même temps de ce qu'elles peuvent offrir aux écosystèmes dans un équilibre global qui est absolument nécessaire par rapport au déploiement et au développement de l'activité humaine. Un des points peut-être pour répondre finalement quelles seraient les solutions pour l'adaptation, c'est changer de paradigme dans la façon de se représenter finalement la relation qu'on a à l'environnement. Et c'est d'ailleurs dans les relations intimes que certaines sociétés peuvent avoir dans cette relation à la nature et à l'environnement, où en fait il y a une continuité, il n'y a pas du tout de séparation entre l'humain et le non-humain, dans un respect de la différence, dans le respect des différentes ressources, et de la nécessité du coup d'accompagner la ressource pour ce qu'elle est et non plus au service de. Et ça nécessite, et ça, la question de l'eau est absolument au cœur de ces enjeux-là. Et cela pose aussi la question de l'évolution des représentations qu'on a. Bien souvent, on était dans une logique de représentation linéaire, mais qui finalement devient dégénérative dans la mesure où on capte la ressource, on va l'utiliser, et puis on va la rejeter. Et en fait, comme ça a été évoqué, réintégrer finalement ce déchet comme une nouvelle ressource dans une approche circulaire et régénérative est un des moyens finalement d'apporter une réponse à revaloriser et à reconsidérer finalement ce qui, d'ailleurs, il me semble que dans la nature, il n'y a pas de déchets. Non, ça c'est déchets, résidus, etc., de récolte ou de foresterie qu'on peut réutiliser par exemple pour produire de l'énergie. Oui, bien sûr, c'est possible, sauf que dans la réalité de la nature, vous n'avez pas de déchets. Tout déchet devient une ressource. Donc ça veut dire que si on augmente l'exportation, évidemment, de matière d'un écosystème, par exemple si vous exportez plus de paille plutôt que de la réincorporer au sol, ou vous augmentez l'exportation de bois d'une forêt, ça veut dire que vous produisez moins de matière qui va nourrir le sol. Donc le résultat, mais qui est absolument garanti, quand je dis garanti, c'est démontré par des dizaines et des dizaines de publications, vous avez forcément, gentiment, une diminution du stock de carbone dans le sol, donc c'est un stock de moins, donc finalement une émission nette, et puis c'est une diminution de la fertilité. Donc c'est vrai que cette notion de déchet, elle est extrêmement difficile, enfin elle est dangereuse, sauf si effectivement on a un raisonnement qui est systémique et qui essaie de réintégrer ça dans un véritable cycle. Donc on parlait tout à l'heure de l'utilisation des déchets de stations d'épuration, par exemple, ça peut finalement compenser, en théorie en tout cas, ce problème de la rupture, de l'ouverture du cycle qu'on peut avoir localement avec ce qui se passe dans un champ ou dans une forêt. Donc c'est vraiment ça des solutions vraiment qui se rapprochent au fond. C'est un peu ce qu'on pourrait appeler les solutions basées sur la nature. On mime des processus naturels, non pas parce qu'on a un amoureux béat de la nature, mais parce que c'est des trucs qui ont été mis au point dans la durée des temps de l'évolution, donc quelque chose qui fonctionne. Donc ça renvoie aussi à la notion de valeur. La valeur qu'on va accorder aux écosystèmes, aux socio-écosystèmes, mais qui s'inscrit aussi dans les valeurs symboliques, les valeurs identitaires associées à nos imaginaires, qu'ils soient individuels ou qu'ils soient partagés, qu'ils soient perçus et construits, et en permanence finalement en dynamique, mais qui participent de façon absolument évidente à la façon dont on va appréhender un certain nombre de notions et de la façon dont on va s'inscrire dans ces transitions qui sont nécessaires pour répondre aux enjeux non seulement liés au dérèglement climatique, mais à l'évolution du monde dans lequel on se trouve par rapport aux changements globaux. Et donc ça nécessite là ces valeurs d'être transmises. Entre les générations, entre les professions, et ça en tant qu'enseignant, je crois que tu es
au cœur de cette Oui, question. ça me titille un peu cet aspect-là, effectivement. Bon, il y a un enjeu évidemment de formation qui est absolument colossal. Là, le diagnostic, il a été fait depuis longtemps. Hein. C'est qu'on a des enseignements qui sont souvent très spécialisés, très performants au sens où ils permettent d'avoir finalement des personnes extrêmement performantes dans leur futur métier, mais peut-être qu'il manque justement une petite ouverture sur un certain nombre d'autres problématiques. Et aujourd'hui, donc, c'est l'enjeu presque démocratique, dans une certaine mesure, de donner des connaissances de base et des compétences. Compétences, c'est la capacité de raisonner en termes systémiques, d'intégrer les incertitudes dans un raisonnement, de se projeter à différentes échelles de temps, etc. etc. Ça, c'est quelque chose qui est lié évidemment à la mise en pratique, en la réalité. Ça, c'est un grand enjeu, je pense, pour nos systèmes de formation, d'arriver à non seulement faire que tout le monde dispose d'un socle commun de connaissances pour comprendre cet enjeu nouveau, on l'a fait déjà, hein. On l'a fait pour les langues, on a décidé que c'était important, donc on a formé les gens aux langues. On le fait pour le numérique, on décide que c'est important, donc on forme tout le monde au numérique. Et bien là, je pense qu'on en est à ce niveau-là, sur le plan de la formation. Et évidemment, il faut former les jeunes, mais on n'a pas le temps d'attendre, donc il faut former aussi ceux qui sont à manette aujourd'hui. Bon, c'est un petit peu ce qui se fait dans cette réunion. Et le dernier point que je voulais dire là-dessus, c'est que mon métier, moi, c'est de fréquenter les jeunes. Bon, il y a 36 000 types de jeunes, mais je peux vous dire qu'il y a une demande, une pression et une impatience à être formés à ces questions-là et à passer à l'action. Les jeunes, ils veulent pas faire des stages pour faire des stages. Ils veulent faire des choses qui débouchent sur du concret et sur des résultats. Si on ne fait pas ça vite avec eux, je pense qu'on va avoir quelques soucis parce qu'ils sont, pour une partie d'entre eux, extrêmement engagés, extrêmement créatifs, et une partie commence à être vraiment inquiète. Donc, à nous d'innover, de trouver les solutions qui sont les mieux adaptées à un moment donné, de les faire évoluer et d'aller au-delà des questions techniques et d'intégrer l'ensemble des dimensions dans toute leur complexité. Merci. Merci à vous, Agathe et Luc. Je vous propose de vous installer pour le dernier temps de notre session plénière, et puis je vais inviter donc Monsieur Patrice Fergrit et Maximilien Pellegrini à nous rejoindre. Alors, le dernier temps de cette plénière, ça va être quoi? Ça va être une table ronde avec les personnes qui nous entourent, Pierre et moi. Cette table ronde, elle va durer 30 minutes pour qu'on termine bien à l'heure. Et elle va se structurer en 2 à 3 temps. Donc le premier temps, ça va être en particulier de revenir sur cette notion de maladaptation et comment, à l'échelle d'un territoire et d'une entreprise, on est capable d'éviter la maladaptation, voilà, d'éviter de rentrer dans ce piège et de ne pas avancer dans le bon sens. Le deuxième temps, ça va être un petit peu de regarder les freins auxquels on est confronté pour pouvoir accélérer, comme vous le disiez Luc. Et enfin, si on a le temps, mais je pense que ça pourra être traité au moment de la deuxième question, un petit peu quelles sont les opportunités pour mobiliser tout le monde dans cette adaptation au changement climatique. Et donc Pierre, je te passe la parole pour la première question. Tout à fait. Donc avant de ressolliciter nos deux témoins, Agathe, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce terme de maladaptation qui ne sonne pas forcément très français, je trouve, mais voilà. C'est avec toute la bonne volonté du monde, vouloir développer un projet d'adaptation dont les effets finalement ne sont pas ceux attendus et viennent accélérer ou exacerber des vulnérabilités. Alors à la fois par rapport à l'effet premier qui était recherché en termes climatiques, mais également ça peut avoir des conséquences à la fois sociales, environnementales, dans les territoires, etc. Donc, Très bien. Monsieur le Président Vergrit, comment est-ce que, dans une grande collectivité comme la vôtre, la communauté urbaine, vous faites maintenant pour penser systématiquement, globalement, puisque c'est un peu ce que les chercheurs nous demandent de faire, avoir des approches qu'on qualifie maintenant de holistiques, systémiques, sur les sujets. Et donc comment est-ce que finalement on arrive à casser des logiques de silos, tout en sachant qu'il faut aussi à un moment être organisé et que tout n'est pas dans tout et qu'il faut aussi piloter les choses?
C'est bien qu'on aborde effectivement cette question par la transversalité, parce que c'est sans doute l'un des plus grands défis de notre société, et plus particulièrement en France, parce que là, waouh, la France est un pays qui est terriblement centralisé, et la centralisation française est organisée par le silo. Je trouve que poser la question de la transversalité en France, elle est fondamentale. En collectivité locale, elle s'opère de deux manières, puis après je reviendrai sur le national. Elle s'opère d'abord sur l'organisation des administrations. On a des administrations organisées par silos. Ben regardez, il y a l'eau, il y a les déchets, il y a les transports, il y a le logement. Voilà. Et la question qui est posée, c'est comment on passe dans l'administration, dans l'entreprise ça a déjà été fait pour une grande partie, on passe à des logiques projets et qu'on dépasse ces silos-là. Donc ça, c'est un chantier qui est en cours aujourd'hui dans l'administration française. C'est lent, hein, on ne va pas se le cacher, c'est lent. Les logiques transversales, ça met du temps, les logiques projets, ça met du temps, mais en tout cas, c'est un mouvement qui est lancé. La deuxième chose, c'est de réussir de dépasser le mono-acteur. En France aussi, on avait cette foutue habitude de le public ne doit pas parler avec le privé, l'État ne doit pas parler avec les collectivités, l'État ne doit pas parler avec le privé. Bon, ce qu'on a fait par exemple ici sur le territoire dunkerquois à un moment donné en 2015, c'est de construire une stratégie multi-acteurs. Quand on a la réflexion qu'on a menée dans le cadre de territoires d'innovation, c'est qui visait à décarboner notre industrie locale, hein, on est un grand bassin industriel français, c'était de mettre autour de la table tous les acteurs, acteurs économiques, acteurs publics locaux, acteurs nationaux, chercheurs, universités, voilà, et de construire une stratégie partagée. C'est la deuxième façon de dépasser le silo, c'est-à-dire c'est de dépasser les logiques d'acteurs. Moi-même, je suis président de France Ville Durable à l'échelle nationale. On est la seule institution d'ailleurs aujourd'hui qui traite de ces questions de ville durable avec les 4 collèges, c'est-à-dire collège État et ses agences, collège collectivité locale, collège entreprise, collège expert urbain, entre guillemets. On est la seule structure aujourd'hui qui permet de le faire et c'est comme ça qu'on arrive à dépasser un certain nombre de choses. Et puis je finis juste, parce qu'on m'a dit d'être court, parce que j'avais commencé par ça, il y a quand même la question de l'organisation de l'État. Tant qu'on pensera, qu'on réglera la question de la lutte contre le changement climatique à partir de l'État en France, ben on fera fausse route, parce que l'État ne sait raisonner que par silo. Moi, en tant qu'acteur local aujourd'hui, dans l'organisation jacobine du système français, je suis confronté à des injonctions contradictoires tous les jours. Tous les jours, j'ai des injonctions contradictoires de l'État. On veut mettre en place des normes à l'échelle nationale, dans les différents silos. Manque de peau, quand on arrive sur le terrain, ça ne fonctionne pas. Et quand vous disiez qu'effectivement la lutte contre le changement climatique, c'est une somme de local, ben je vous rejoins complètement, sauf qu'aujourd'hui, comme on veut le réguler à l'échelle nationale, ben dans l'exemple de maladaptation, je peux vous en donner 15 000 qui viennent justement des injonctions contradictoires entre les différents ministères. Il faut absolument décentraliser ce pays pour pouvoir s'adapter aux logiques de transition. Merci beaucoup. Maximilien, vous qui êtes patron d'une grande entreprise comme Suez, on n'a pas parlé finalement aussi de l'expérience accumulée qu'on a sur nos sujets de l'eau et des déchets et qui, j'espère, devrait aussi nous servir à aborder ces questions liées au changement climatique. Donc comment est-ce que finalement, si on s'appuie ou pas d'ailleurs, sur l'expérience, ou est-ce que finalement l'expérience n'est pas une entrave peut-être à un mode de réflexion qui devrait être différent, la problématique étant finalement une problématique à laquelle on n'a jamais été confronté. Je ne pense pas que l'expérience soit une entrave à partir du moment où on en a conscience et où on accepte et puis on a envie de s'améliorer. Moi, je fais écho un petit peu à ce qu'il vient de dire. Le métier d'une entreprise comme la nôtre, c'est de mettre en point des solutions innovantes pour accompagner la transition écologique sur les différents territoires. Mais je crois qu'on vit quelque chose qui bouscule un peu les expertises et les expériences, c'est qu'on va devenir une entreprise qui est plutôt en prise avec des cultures ascensionnelles en sens inverse. Je m'explique, il fut un temps où en fait les solutions étaient mises en œuvre plutôt par les sièges ou les grands experts, elles étaient déployées à l'international et en France, avec des logiques aujourd'hui qui sont beaucoup plus territoriales, où on doit rentrer dans des logiques de co-construction pour mettre en œuvre avec les différents territoires les solutions qui sont les nôtres. Donc à partir de là, l'expertise, l'innovation et l'expérience sont absolument clés dans une logique de co-construction pour mettre à disposition non pas des solutions sur étagère, mais une expertise et une expérience pour un territoire de manière à faire en sorte que les expériences soient utiles et que les solutions soient innovantes. Je rajoute qu'un groupe comme le nôtre aujourd'hui n'est plus capable d'apporter 100% de la valeur ajoutée seule sur les territoires, et la co-construction, elle s'oriente aussi vis-à-vis de nos clients, mais également vis-à-vis de l'ensemble de l'écosystème,
le monde académique local, les entreprises, les start-up, les universitaires, qui participent à l'écoute, la compréhension du territoire, pour mettre en œuvre la solution qui serait efficace. Donc on rentre dans des logiques d'induction et pas de déduction, où là aussi il faut absolument capitaliser sur l'expérience. Donc je crois beaucoup à l'expertise et l'expérience qui enrichissent et qui mettent au point à chaque fois des solutions qui sont différentes, parce qu'il n'y a pas deux territoires en France qui présentent les mêmes caractéristiques, et de même que il fut un temps aussi où on exportait nos modèles à l'international. On se rend compte aujourd'hui qu'il faut s'intégrer, comprendre et puis utiliser l'expertise pour accompagner les territoires dans ce qui est leur vision et leurs caractéristiques propres. Donc c'est exactement l'inverse de prendre une solution et l'implémenter partout dans le monde. Alors finalement, vous dites qu'il voilà, il faut avoir une logique de territoire, des solutions qui soient adaptées. Donc vous avez finalement, vous portez tous les deux des engagements très positifs vis-à-vis de l'adaptation au changement climatique. Qu'est-ce qui freine aujourd'hui vos actions? Qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à accélérer? Tout le monde parle d'accélération. Qu'est-ce qui vous freine? C'est la question fondamentale. Finalement, pourquoi, après tout ce qui a été dit tout à l'heure, ce film, on est confronté à ce que vous avez évoqué, pourquoi ça avance pas plus vite si effectivement la planète est en danger et l'humanité est menacée? Parce qu'en fait, il n'y a pas que ce défi-là. Il y a d'autres grands principes qui gouvernent nos pays. Et en premier lieu, la démocratie. Nous sommes un pays démocratique. Et la question, c'est comment on concilie le défi de la transition et la lutte contre le changement climatique avec notre valeur démocratique. Et là, le politique que je suis, il rentre en jeu. Et il est confronté à tout ce qui a été évoqué tout à l'heure, les difficultés de représentation, la non-évolution des représentations, les questions d'identité, les questions de scepticisme, les questions de mise en doute, de défiance par rapport aux institutions, y compris d'ailleurs les experts, y compris les chercheurs. Vous disiez tout à l'heure avoir confiance en les jeunes. Je pourrais vous raconter une anecdote, je le disais à Max tout à l'heure, j'ai rencontré les associations d'étudiants ici à Dunkerque, les 5 premières questions qu'ils m'ont posées, c'est pourquoi il n'y a pas plus de stationnement pour les voitures autour de l'université? C'est les 5 premières questions posées par les associations d'étudiants. Ça, c'est la réalité de l'élu de terrain. Et donc, le frein, il est là. Le frein, il est démocratique, tout simplement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a pas forcément l'adhésion d'une majorité de personnes pour aller vite. Et donc, comment, quand on est élu, on essaie d'aborder ça? On essaie de se dire, il y a peut-être d'autres leviers qu'on peut essayer d'utiliser. On a inventé les nudges dans la communication. On peut peut-être essayer d'aller chercher d'autres leviers que faire prendre conscience pour accélérer. On a inventé un truc à Dunkerque qui s'appelle éco-gagnant, avec notamment la grande mesure de la gratuité du transport public. Vous avez vu, vous êtes dans la capitale européenne du transport public. Pourquoi ça marche? Pas parce qu'on a fait une leçon de morale aux habitants qui le prennent, parce qu'on a rendu le bus gratuit. En 3 ans, on a multiplié par 2 la fréquentation. Bon. À un moment donné, on va chercher d'autres leviers, en l'occurrence là, le pouvoir d'achat. On va chercher d'autres leviers pour ramener à des comportements vertueux sur le plan environnemental. Et puis, il y a ce que vous avez résumé par la formation, ce que j'appelle l'éducation populaire. Sauf que ça prend du temps. On ne fait pas évoluer une représentation collective en 1 an ou même en 2 ans. Et il faut accompagner cette transformation. On a ici à Dunkerque un outil qui s'appelle la Halusu, qui est probablement l'outil d'éducation populaire le plus puissant aujourd'hui qui existe en France sur les questions de développement durable. Malgré tout, ça met du temps. C'est compliqué, vous avez actuellement l'Expo Océan juste à côté d'ici, etc. On y va, on accompagne. On a essayé pendant longtemps les enfants. On s'est aperçu que franchement, ce n'était pas suffisant et qu'il fallait travailler toutes les générations en même temps. Voilà, j'ai envie de dire les freins. Pour moi, le principal frein, alors après, on pourrait dire les moyens financiers, on peut dire plein de choses après, mais le principal frein, c'est la question démocratique. Comment on embarque, j'aime bien ce mot-là, hein, on est à Dunkerque, hein, comment on embarque toute une population dans ce nouveau dessin collectif qu'est la transition. C'est ça, en fait, le frein. Est-ce que vous êtes d'accord, Maximilien, avec ce frein principal? Alors, par définition, je suis toujours d'accord avec Patrice Vergrit, mais de mon point de vue, il y a 2 sujets sur lesquels il faut qu'on travaille. Je disais tantôt qu'il fallait qu'on travaille ensemble. Je crois qu'il y a beaucoup d'expertise, beaucoup d'innovation, beaucoup de solutions disponibles dans le monde privé, et il y a des acteurs politiques extrêmement engagés. Néanmoins, l'espace de rencontre, force est de constater, pardon de le dire comme cela, l'espace de rencontre entre le public et le privé aujourd'hui s'exprime au travers souvent
Et c'est normal de cahier des charges et de commande publique dans un domaine un peu prescriptif. Or, l'innovation, c'est la capacité qu'on a ensemble de faire le lien entre des sujets qui ne sont pas forcément connectés. Donc je crois beaucoup au partenariat public-privé. Sans doute faudrait-il le rénover, à mon sens, en France et dans le monde, pour que chacun puisse mettre sur la table les éléments qui participent à la solution globale. Alors évidemment, il y a beaucoup de suspicions de nos concitoyens sur le monde politique, sur l'entreprise privée, donc charge à nous, dans ces modèles, de trouver la façon de rassurer, d'expliciter, d'être transparent. D'ailleurs, je digresse un peu, mais je crois que dans nos métiers, on est aujourd'hui des professionnels, on connaît nos métiers par cœur, on est extrêmement passionnés, mais nos concitoyens ne connaissent pas véritablement ce qu'il y a derrière un service d'eau et d'assainissement, derrière une unité de valorisation énergétique. Donc je crois que nos entreprises doivent faire beaucoup d'efforts pour expliciter, rassurer et être transparents sur les métiers qu'on fait si on veut à un moment donné pouvoir travailler ensemble, de concert, de manière efficace et transparente. Et très honnêtement, c'est un peu difficile aujourd'hui malgré les bonnes volontés des uns des autres. Après, il y a un sujet réglementaire. Aujourd'hui, on vit dans un monde où la technologie va plus vite que la réglementation. Bon, j'en parlais en préambule, on est capable aujourd'hui de produire en France à peu près 100 000 tonnes d'engrais azotés. Sauf que l'Europe et la France n'ont pas encore légiféré pour nous donner la possibilité de pouvoir étendre ces engrais azotés et les offrir au monde agricole. C'est normal, principe de précaution, donc il y a évidemment des barrières. Néanmoins, si la réglementation va pas aussi vite que la technologie, et des exemples, on en a 100 000, eh bien on va être freiné et on va se frustrer, et l'Europe va perdre en compétitivité. Donc il faut une réglementation qui nous protège évidemment, mais qui aille assez vite, parce que sinon, aujourd'hui, avec le monde digital, la technologie, je vous assure, ça va extrêmement vite. D'ailleurs, un groupe comme le nôtre ne fait plus de l'innovation seul. Aujourd'hui, on s'ouvre, on écoute les territoires, les startups, le monde, pour essayer de faire de l'assemblage et proposer des choses innovantes. Donc je crois que le pas de temps est extrêmement important, avec une Europe qui fonctionne évidemment très bien, mais dont la réglementation tarde un peu à venir, selon mon point de vue. Alors, on voulait vous interroger sur la question de comment on embarque les citoyens pour vous, Monsieur le Président, et vos clients pour vous, Maximilien. Je pense que vous nous avez déjà assez bien répondu sur le sujet. Et effectivement, on est dans un monde qui est perclus de contradictions. Peut-être deux exemples aussi récents pour éclairer la salle que vous avez sûrement dû lire aussi sur finalement quelle est la tranche d'âge qui utilise le plus l'avion aujourd'hui. Donc c'est effectivement la même qui aujourd'hui, comme vous le disiez, M. Abadi, a des fortes revendications aussi sur l'action climatique et sur un métier qui est le mien, à savoir la gestion des déchets. Effectivement aussi, et je rebondis sur ce que M. le Président a dit sur le fait qu'il fallait travailler toutes les générations. Aujourd'hui, la génération qui trie le moins bien, c'est aussi celle qui nous demande de faire plus de choses pour le climat. Celle qui trie le moins bien, c'est la génération 18-25 ans, qui, quand bien même, a reçu normalement à l'école déjà beaucoup de messages autour de ces sujets-là. Donc effectivement, c'est compliqué. Effectivement, j'allais dire, la sortie de route, elle peut être rapide dans le sens où on peut vite aussi faire la leçon, mais en même temps, les problématiques sont là. Alors, on voulait, Maximilien, vous interroger sur la question, est-ce que les procédures de commande publique sont totalement adaptées aux enjeux qui sont devant nous? Vous avez répondu très bien. Et peut-être une question sur la problématique d'embarquer citoyen ou client. Il y a une caractéristique qui vous est commune, c'est que vous êtes deux grands employeurs, Monsieur le Président pour la communauté urbaine de Dunkerque et vous, Maximilien, pour Suez. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une cible particulière pour vous que sont les agents de la CUD ou vos salariés aussi, pour que finalement tous soient aussi des bons ambassadeurs des politiques que vous souhaitez mettre en avant ou des stratégies que vous souhaitez développer pour Suez? J'en rêve. C'est pas si simple que ça non plus. La représentation du monde du travail en France, c'est pas forcément d'être ambassadeur pour une cause. Malheureusement, ça relève du militantisme en France et plus forcément du salariat. C'est beaucoup plus compliqué. On essaie de travailler, on essaie de sensibiliser, on essaie de faire partager des messages. Je voudrais juste rebondir sur ce que vous avez dit de parfois la jeune génération. Moi, j'ai remarqué une chose, c'est peut-être que aujourd'hui, notre façon d'aborder la question de la lutte contre le changement climatique est peut-être trop théorique.
Je pense qu'aujourd'hui, j'ai le sentiment autour de moi que tout le monde avait à peu près compris qu'il y avait un problème. D'ailleurs, ça génère parfois même une anxiété, une éco-anxiété. Bon Dieu, demain sera pire. Mais si on dit à quelqu'un, voilà, il y a un problème, mais qu'on ne lui donne pas la clé pour essayer de peser sur ce problème, je pense que c'est pire que mieux, presque. Et je pense qu'on a peut-être dit à nos jeunes générations, il y a un problème, la planète est en danger. Les gens qui sont à Dunkerque connaissent mon anecdote habituelle. J'ai fait toutes les fêtes d'école avec mes enfants, ils ont toujours chanté la planète est en danger, mais quand ils rentraient à la maison, ils étaient les premiers à laisser la lumière allumée et laisser couler l'eau du robinet. Parce que c'est de la théorie et ce n'est pas de la pratique. Et qu'à un moment donné, la question de l'évolution des comportements du quotidien, l'évolution des choix de mobilité, l'acceptation de la transformation des paysages, parce que la transition, ça intègre des changements de paysage, l'acceptation d'un rapport à la consommation. C'est pas que de la théorie, c'est de la pratique, c'est du quotidien, c'est de la vie quotidienne. Et peut-être qu'on n'a pas assez donné les éléments d'explication sur les transformations de la vie quotidienne. Peut-être que c'est ça qui manque aujourd'hui. Pas simplement parler théoriquement du réchauffement climatique, mais peut-être aussi donner des éléments à nos concitoyens pour peser et leur donner une capacité d'agir. Quand on n'a pas cette capacité d'agir et qu'on se sent impuissant, derrière, c'est pire finalement. Et finalement, l'expérience menée avec vos agents de collecte qui font a priori du porte-à-porte depuis quelques mois et qui dialoguent avec le citoyen, est-ce que vous avez un retour sur cette expérimentation-là ? Régulièrement, on a ces retours. Et d'ailleurs, c'est très amusant ce que vous dites, parce qu'hier, on a fait un point. Et donc, moi, j'ai rencontré les ambassadeurs du tri qu'on envoie, hein, parce qu'on change le mode de collecte ici à Dunkerque. Et quand j'ai rencontré les ambassadeurs du tri, j'ai dit, vous devez commencer par discuter de la réduction des déchets. Je voudrais quand vous sonnez, vous allez être accueillis, je voudrais que les premiers mots que vous allez aborder, c'est pourquoi, le sens. Pourquoi on doit réduire ces déchets, quel est le sens, etc. Et puis après, à la fin, vous arrivez, le sac jaune, c'est ça, le sac vert, c'est ça, le sac noir, c'est ça. Et je découvre dans l'expérience que mes ambassadeurs du tri aujourd'hui, ils arrivent et ils commencent par expliquer le sac. Et donc voilà, ça va changer, il faut mettre ça dans le sac jaune, il faut mettre ça dans le sac noir et ça dans le sac vert. Et finalement, sur la question du sens, ça arrive à la fin et ça ne marche pas. Et vous voyez, même quand on a la meilleure volonté du monde et qu'on dit attention, ce qu'il faut apporter à nos concitoyens, c'est du sens, il faut qu'ils comprennent pourquoi ils doivent changer leur comportement avant de leur proposer de changer de comportement. Vous voyez les ambassadeurs que j'envoie, alors ils ne sont pas tous comme ça, mais la majorité finalement aborde la question. Alors tant mieux, là c'est très pratique, mais le problème c'est que si on ne donne pas le sens, finalement on a l'impression d'emmerder les gens plutôt que d'essayer de leur faire partager un dessin qui dépasse. Donc il y a à la fois le sens et à la fois ensuite l'élément pratique qu'il faut donner, et pas seulement l'élément pratique ou pas seulement l'élément théorique. En fait il faut lier les deux, et c'est ça qui manque parfois aujourd'hui. Mais mes ambassadeurs du tri, c'est un très bon exemple, mais j'aimerais qu'ils parlent encore plus de la réduction des déchets. Merci. Maximilien, peut-être quelques mots sur les salariés et le sujet, finalement, du changement climatique. Me donner l'opportunité de parler du corps social, parce qu'une entreprise comme Suez, c'est évidemment des solutions, des innovations, mais c'est avant tout la mobilisation d'un corps social sur le terrain, complètement mobilisé avec le service public chevillé au corps, et c'est les femmes et les hommes du terrain qui font in fine que nos clients sont contents. Moi, je crois beaucoup à l'asymétrie des intentions par rapport à tout ce qu'on évoque, c'est-à-dire je crois que, et c'est en cela peut-être que le monde évolue un peu, je crois que nous, employeurs, on doit faire beaucoup d'efforts pour convaincre nos salariés. Ce qui n'est pas intuitif pour une génération comme la mienne. On avait plutôt envie de travailler extrêmement dur pour gravir les échelons et avancer. Et c'est plutôt à nous de démontrer. On vient dans un monde où, à mon sens, il faut expliquer, convaincre pour que nos collaborateurs puissent aussi convaincre leur environnement dans lequel se retrouvent nos clients, de la même manière qu'il faut prendre soin d'eux au maximum pour qu'eux-mêmes, culturellement, prennent soin de nos clients. Donc je crois que c'est extrêmement poreux entre communication interne, externe, que le corps social et biologique vivant, il évolue à l'extérieur comme à l'intérieur de l'entreprise. Et donc il faut qu'on fasse un effort de conviction, d'éducation, pour que ce corps social devienne l'ambassadeur de nos métiers. D'ailleurs, je suis toujours frappé, on parlait du quiz tout à l'heure, mais c'est pas parce qu'on travaille chez Suez qu'on a une culture accrue du changement climatique, avec la sémantique. C'est dommage.
Parce qu'on devrait participer à l'éducation dont on a besoin pour être plus efficace. Donc, charge à nous, employeurs, de faire le maximum pour que nos collaborateurs soient les ambassadeurs de leur territoire et puissent faire en sorte que l'entreprise et ses métiers rayonnent. Et il y a un second sujet qui est, à mon avis, extrêmement intéressant, c'est cette authenticité. Et on ne peut pas être patron de Suez en 2022 en buvant de l'eau minérale. Ce n'est pas possible. Ou en n'étant pas exemplaire dans la sélection tri de ses déchets, ou en prenant l'avion pour aller à une ville qui est accessible en TGV électrique. Bon, donc toute cette authenticité incarnée vis-à-vis de nos clients, vis-à-vis du corps social, vis-à-vis des sujets qu'on porte devant la société, est quelque chose qui aide aussi le corps social à se mobiliser. On dit souvent qu'il est en quête de sens, en tout cas, moi je crois qu'il est en quête d'authenticité. D'ailleurs, quand on est authentique, on peut se tromper, c'est pas très grave. On rectifie, on corrige, on avance. Donc je crois que les valeurs sont en train d'évoluer, en tout cas les façons de les vivre, et charge à nous d'évoluer dans ce sens pour que ce corps social devienne finalement l'actif dont on sait qu'il produit beaucoup. Alors vous avez remarqué que les gagnants du quiz, c'était très équilibré, 2 hommes et 2 femmes. Effectivement, on n'a pas demandé à nos 4 gagnants de dévoiler quelles étaient leurs fonctions. Écoutez, Luc, j'aimerais me tourner vers vous parce que j'ai une question un peu globale. J'espère que votre réponse sera positive ou pas à vous poser. Voilà, on a évoqué plusieurs freins, quelques leviers. Finalement, si on arrive à lever tous les freins qu'on a évoqués, si on arrive à actionner tous les leviers, on arrive à embarquer la population, ses collaborateurs, etc., est-ce qu'on y arrive à s'adapter au changement climatique? Est-ce qu'on est prêt à tout? Alors, c'est pas moi qui le dis, hein, parce que moi je ne suis pas climatologue, mais si vous lisez le rapport du GIEC, il vous dit bien qu'au-delà, enfin que 2 degrés en gros, c'est la limite de nos possibilités d'adaptation. Donc on ne peut clairement pas s'adapter à tout. Quand on est dans des régions, j'ai parlé tout à l'heure de la chaleur humide, là c'est simple, il n'y a qu'une seule solution, c'est d'évacuer la région en question, ou mettre des clims en pleine nature. Donc non, on ne peut évidemment pas s'adapter à tout, et c'est pour ça que le concept de limite planétaire, même s'il est toujours discutable, si la liste n'est pas complète, si le seuil qu'on a mis là à 350 ppm, il ne devrait pas être à 380, je ne sais pas quoi, peu importe, voilà, une fois que les limites sont vraiment complètement dépassées, ben, on ne peut pas. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'il y a urgence. Le 1,5 degré, c'est une théorie à laquelle personne n'a jamais cru, on y est déjà. Le 2 degrés, il est hautement probable actuellement. Et ça, au-delà, rappelez-vous, il y a quand même quelques années, on disait qu'il ne faut pas dépasser le 2 degrés parce qu'on rentre dans un monde inconnu. C'est ce qu'on entendait. C'était un peu un discours politique qui résumait les choses. Donc évidemment pas, on ne peut pas s'adapter à tout. Mais si vous me laissez encore une minute, je voudrais juste revenir sur 2-3 propos que vous avez tenus à gauche, parce que je pense que c'est important. Sur la démocratie, on est bien d'accord. La question aujourd'hui, c'est est-ce que la démocratie telle qu'on la connaît est capable ou pas de répondre aux enjeux? Pour l'instant, la réponse, ce serait plutôt, c'est un peu difficile, quoi. Donc, il y a un vrai souci là, parce que si on n'est pas capable correctement d'agir dans les temps qui sont de plus en plus courts, il y a un risque pour la démocratie. Le risque d'écofascisme, etc., il a été évoqué il y a longtemps, et à mon avis, il existe. D'ailleurs, quand vous regardez certains pays autoritaires, par exemple la Chine, qui, elle, a bien compris le côté stratégique de cette histoire, ben, elle part de bas, certes, mais elle avance assez vite, parce que on ne discute pas, quoi, on avance. Ça me paraît extrêmement... Donc, il y a un vrai souci. Et donc, du coup, pour compléter, je pense que l'enjeu, et qui explique aussi les contradictions que vous avez relevées chez certains jeunes, etc., c'est vrai, hein, il y en a 20% ou 30% qui sont vraiment motivés, les autres, ce n'est pas le cas, on est bien d'accord. Finalement, est-ce que ce n'est pas une mesure de la faillite de notre système éducatif? Vous avez parlé de trop théorique. Moi, je suis complètement d'accord. Ce qu'on n'arrive pas à faire aujourd'hui, c'est à éduquer à la citoyenneté. C'est-à-dire, finalement, dans une classe, vous avez un problème, on va en conseil de discipline, il y a le prof, il y a l'élève, et puis voilà. Non, il y a un problème dans la classe, alors la classe résout le problème elle-même. On apprend à résoudre les choses, on apprend à s'écouter les uns les autres, à établir des compromis. Et on apprend à construire une action qui doit être le résultat, la synthèse de points de vue différents. Ça, aujourd'hui, on le fait très très peu dans notre système éducatif. Et moi, du coup, là, j'en profite pour lancer un appel. Dans le monde universitaire, j'ai dit tout à l'heure, on est capable de donner des connaissances, ça on sait faire sans problème. Mais entraîner à l'action, ça c'est plus compliqué. Et donc, il faut qu'on soit en situation réelle. Il faut qu'on puisse mettre nos étudiants, et peut-être les élèves, peut-être plutôt dans le cursus, j'en sais rien, il faut voir. Mais en tout cas, à l'université, ça me paraît clair, qu'on puisse mettre les étudiants sur des cas concrets, réels,
qui vont donner des résultats. Parce qu'ils attendent ça, ils ont besoin de ça. C'est bon pour leur formation et c'est bon pour les gens avec qui ils vont travailler parce qu'ils sont d'une créativité folle quand même aussi. Ils peuvent imaginer des choses que nous, on n'imagine pas forcément. Donc il y a un appel à ça. Il faut former à l'action concrète, si possible. Dans nos universités, ça c'est clair. Donc il y a besoin de travailler avec les collectivités, avec les entreprises, etc. Je pense que là, on a un très grand défi à relever. Agathe, vous voulez compléter peut-être? Oui, par rapport à ça, il me semble qu'on est dans une société du virtuel. Hein. On est tous avec nos téléphones portables et justement, on parlait des jeunes dont le support, un des supports est cette dimension virtuelle. Peut-être que c'est utiliser cette compétence-là pour être en capacité à innover dans la projection et à utiliser finalement des processus de modélisation qui sont de plus en plus au point pour se dire, bah voilà, tiens, là j'ai eu un exemple récemment dans une commune d'Étretat, on simule une marée associée à l'élévation du niveau de la mer, associée à un certain nombre de paramètres, et on voit les choses. Et là, ça veut dire qu'être en capacité à se projeter, et du coup à s'approprier une question, et à sortir finalement à la fois du théorique, mais en même temps pouvoir s'imaginer dans des contextes que l'on préfère mettre de côté, dénier. On est dans la dénégation d'un grand nombre de choses, c'est ce qui est un des freins par rapport au changement, parce que ça fait des peurs qui viennent bouleverser les équilibres, les harmonies et la vie intrinsèque de chacun. Et pour compléter, il me semble qu'il y a une dimension importante qui est de s'appuyer sur la complémentarité des savoirs et des connaissances. Chacun, dans ce qu'il est, dans son expérience, qu'elle soit individuelle, dans le cadre de sa profession, dans son expérience en dehors, dans le monde de la société, etc., a un rapport au milieu dans lequel il est, et que c'est empreint de nouvelles données et de nouvelles connaissances, dont certaines, évidemment, sont nécessaires d'être produites d'un point de vue scientifique, en termes d'observation, de modélisation, d'analyse, etc. Mais l'ensemble de ces connaissances viennent finalement à la fois expliquer des incertitudes et expliquer aussi les processus des croyances qui viennent en contradiction avec des évidences ou des démonstrations, mais avec lesquelles il faut composer. Donc c'est de la nécessité d'intégrer l'ensemble de ces paramètres-là, et ça relève aussi de la confiance qu'on va faire à l'autre dans sa différence, quelle qu'elle soit, et dans le respect de l'information qu'il va pouvoir donner aussi. Et ça dans une logique où on est là aussi dans une accélération de la transmission de l'information, et où finalement la croyance en l'information qui va être donnée, le jeu, ça va être de dire, non, moi j'ai regardé sur Internet, c'est complètement nul ce qu'il a raconté. Et donc ça pose la question de la responsabilité de celui qui parle, quel qu'il soit, et du coup du positionnement que l'on doit avoir et que l'on doit transmettre par rapport à cela. Donc là encore, on est sur des logiques de valeurs à transmettre, compte tenu du contexte dans lequel on se trouve. Très bien. Merci beaucoup. Alors, on est arrivé au bout du temps qui nous était imparti, consacré à cette session. Je vous remercie vraiment tous les quatre. Merci, Monsieur le Président, de votre présence. Merci, Maximilien, pour vos éclairages de terrain, pour les deux grandes structures que vous présentez. Merci beaucoup à nos deux chercheurs qui nous ont élevé l'esprit. Je ne me permettrai pas de faire de conclusion parce que je pense que vraiment, ça serait dommage et mal résumer les propos que nous avons eus. Alors, on va donc s'arrêter là. Je vous invite à remettre vos boîtiers quand vous quitterez la salle. Après la pause, à 16h30, on va continuer à échanger sur ces questions-là au travers du guide de l'AST sur le changement climatique. Donc, ceux que ça intéresse, je vous invite à nous rejoindre à 16h30. Et puis, il y aura également, toujours dans la continuité de ce fil rouge de ce congrès, la session numéro 21, qui est la dernière session du congrès, donc jeudi après-midi, qui sera consacrée aux problématiques spécifiques des zones littorales. Voilà, donc je vous invite évidemment aussi à rester jusqu'à la fin du congrès. Merci encore à vous quatre, merci à vous pour votre attention. Et bonne pause.